suis heureux de prendre la parole après Carglass, parce qu'on travaille avec Norauto et Midas, et que l'an dernier, le grand témoin en février, c'était Caroline Ramé de Norauto qui présentait un peu cette démarche. Et c'est vrai que dans les métiers du centrique, avec la compréhension que ce qui se fait sur le terrain se voit dans les comptes d'exploitation. Donc je m'appelle Christian Varret, j'ai 15 minutes avec un petit peu de retard, mais je vais tenir le timing pour vous parler effectivement des métriques et des différents indicateurs de satisfaction. Alors comme j'ai peu de temps, ça joue dans quel sens? Comme j'ai peu de temps, je vais de temps en temps vous renvoyer sur mon blog qui existe depuis 10 ans, qui comprend plus de 1000 billets et qui ne parle que de satisfaction, de fidélité, d'expérience client et pour lequel je vous renverrai de temps en temps pour faire des lectures approfondies si le sujet vous intéresse. Le Zapet ne marche pas. Alors on va définir les KPI. Zapet. Donc Key Performance Indicator. Zapet. Les facteurs pris en compte pour mesurer l'efficacité des actions marketing. Alors le mot KPI est parfois un gros mot pas connu de tout le monde. Et donc quels sont les indicateurs clés que l'on va suivre plus dans une dynamique marketing et dans une dynamique client, satisfaction, fidélité client. Alors j'ai retrouvé, pour préparer le séminaire de ce matin, j'ai retrouvé une très très belle étude qui parle effectivement des KPI et de tout ce qui est ROI pour mesurer l'efficacité marketing en B2B. Il y a 21 KPI, alors là on est B2B, on n'est pas B2C, mais il y a 21 KPI qui ont été recensés, 12 qui sont de niveau global, qui parlent du marketing, du chiffre d'affaires ou de l'activité, 7 orientés conquête, donc la chasse aux clients, l'acquisition, et 5 orientés fidélité, la fidélisation, l'élevage et comment les faire grandir. Donc on voit déjà que effectivement les critères orientés fidélité, satisfaction et élever des clients pour les faire grandir sont moins présents que des critères et des KPI qui sont orientés sur le recrutement et sur la conquête. En moyenne, les entreprises suivent 11 KPI et vous avez depuis ce matin 6h30 sur le blog le détail de l'enquête, des résultats, des chiffres et de la source de l'étude dans lequel il y a un doc de 31 pages qui est assez intéressant, qui parle des KPI et du ROI dans la satisfaction. Alors, avant de parler des KPI, je voudrais et avant de faire décoller cette fusée des métriques, je voudrais qu'on parle de deux choses. La première, c'est quand on parle de KPI, de quel outil d'écoute on parle en amont, parce qu'en fait, c'est assez différent. Et deuxième chose, quand on parle des KPI, à qui est-ce que l'on parle? Et on va avoir 4 publics différents, et la nature des KPI et des livrables que l'on va remettre ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, dans les outils d'écoute client, vous en avez pas mal. J'ai fait un zoom sur les deux principaux. Les premiers qu'on appelle les études dites scientifiques. Tiens, il y a un petit décalage, mais bon, peu importe. Donc, ce qu'on va appeler les études scientifiques, qui sont les études à froid. Alors ça, c'est le vieil outil du vieux métier des sondeurs et des études. Ça existe depuis très longtemps. Ça existe, ça continue toujours. C'est une étude annuelle ou au moins ponctuelle, si elle est annuelle, une fois de temps en temps, sur échantillon représentatif. Et le gros mot de cette phrase, c'est vraiment la représentativité. On va chercher à être du scientifique et à avoir une représentativité parfaite de la structure des clients. On va donc utiliser du téléphone, du mail, mais contrôler l'échantillon, les quotas, pour vraiment viser la représentativité. Et on va avoir des analyses marketing très poussées, analyse d'importance, segmentation, typologie, impact économique, poids des critères, pas mal de choses qui vont donner beaucoup de valeur à cette étude. Et on est dans ces études-là avec un mot-clé qui est comprendre. On veut véritablement comprendre et piloter la stratégie de l'entreprise pour lui donner une vision à moyen et long terme. Deuxième type de programme, les programmes d'écoute, mesures à chaud, très à la mode depuis une petite dizaine d'années, dans lequel on va être des mesures événementielles. Alors un événement, c'est une commande, une livraison, une réclamation, une facturation, un incident, quelque chose qui s'est passé avec l'entreprise. Et on va déclencher des questionnaires événementiels en évitant, comme quelqu'un l'a dit, de faire plusieurs questionnaires dans le mois et en évitant la sursaturation. Donc j'aurais bien réglé la pression des envois de questionnaires. Multicanal, et là on peut effectivement être très très fort dans le canal, si vous en voyez. Donc, et on veut effectivement... Encore. Voilà. Dans les canaux, vous avez 6 canaux. Et là je vous renvoie au blog, il y a un billet qui parle des 11 modes d'écoute et des 22 façons d'écouter ses clients. 6 modes push, c'est-à-dire je vais vous pousser des questionnaires et je contrôle un peu qui j'interroge. Et 5 modes pull, je vais vous donner des moyens d'écoute pour faire remonter de l'information quand vous êtes sur le terrain ou que vous êtes dans des magasins et que lequel je veux vous écouter. Donc on est multicanal, on est en suivi permanent et exhaustif. Et quand on dit permanent et exhaustif, on voit un peu le danger
que ça représente. Tout le monde, tout le temps, ça finit par être un peu la surpression. Et donc, ça doit absolument se régler en amont pour éviter la sursaturation des enquêtes. Et on est dans une optique de customer care. On n'est pas dans une optique de représentativité et de scientifique. On veut faire remonter les irritants, donner la parole à tout le monde et que 99% des mécontents nous parlent et qu'on puisse réagir. Et on est vraiment dans un système d'écoute, pas de mesure. La mesure peut être un sous-produit de l'écoute, mais la première vocation, c'est vraiment de l'écoute, de la réaction, du customer care, réparer, rattraper et fidéliser les clients. Ces deux outils ont des philosophies un peu différentes. La première, les études scientifiques, on est du top-down. Ça vient du siège, le terrain écoute et obéit, plus ou moins. Mais effectivement, c'est une étude qui va venir du sommet. L'inverse, les programmes d'écoute et tout ce qui est customer feedback, customer tracking, feedback client et tous les mots qu'on peut avoir, c'est vraiment le terrain qui va participer à une écoute, digérer, faire remonter, alimenter, et on est vraiment dans une philosophie différente puisque c'est le siège qui va écouter et le terrain qui va faire remonter. Alors, quand on parle des publics, question aussi sur les KPI et sur les livrables, à quel public je parle? Vous avez en fait 4 cibles de population. Là aussi, il y a un billet sur mon blog qui reprend plus en longueur ce que je vais vous dire rapidement. Vous parlez à vos clients, vous parlez à vos équipes, vous parlez au management, et ce n'est pas les moins importants, et vous parlez au marketing, où le marketing se parle à lui-même, ce qui est un autre débat. Quand vous parlez les clients, ah zut, là j'ai des problèmes de... Bon, peu importe. Attendez, non, juste un... Bon, c'est juste un transfert de machine. Quand vous parlez aux clients, le meilleur des indicateurs, c'est le taux. Le taux, c'est le plus simple, c'est le plus facile à comprendre, c'est le plus positif. Et quand vous parlez à vos clients, ce que vous visez comme message, c'est de la réputation, de la communication, de la réassurance, de la promesse. Venez chez moi, tout va bien. Et si vous venez chez moi, vous n'aurez pas de problème. J'écoute mes clients et je sais satisfaire. Donc pour les clients, le meilleur, c'est les taux. Deuxième pour les équipes. Oula, ça va nous faire un joyeux... D'accord. Deuxième pour les équipes, c'est les scores. Le taux de satisfaction est le pire des indicateurs pour manager l'interne. Là, allez dans le blog, lisez mon bouquin, vous verrez comment j'en parle. C'est une de mes obsessions depuis des années et des années. Je n'ai pas encore réussi vraiment à convaincre grand monde, moins que le NPS et Reichel qui a fait beaucoup plus de succès. Mais le score, et on va en parler tout à l'heure, la tyrannie des taux fait qu'à un moment, vous ne voyez plus rien avec vos taux et que transformer les taux et les opinions en score permet de manager l'interne et de leur montrer comment ça bouge. Troisième, le management. Ah ben là, c'est de pire en pire. Petit problème de mise en page. Donc le management, parlez-leur avec des euros. Il n'y a que ça qui les intéresse. Vos pourcentages, vos NPS, vos chiffres, ça va les intéresser moyennement. Si vous transformez tous vos indicateurs en euros et que vous répondez à 2 questions qui vont vous poser ou qui ne vont pas vous poser, combien de chiffre d'affaires on risque de perdre l'année prochaine si on ne se bouge pas? Et combien de chiffre d'affaires on pourrait espérer gagner l'année prochaine si on fait ce qu'il faut en termes d'expérience client. Et en pilotant vos enquêtes, en mettant des euros derrière, c'est parfois pas simple, il y a des moments où c'est impossible, mais dans la plupart des cas, on peut y arriver et on peut être un petit peu créatif. Et puis le marketing, alors ça va arriver là, j'imagine, voilà. Le marketing... Le marketing, lui, fait de l'analytique, donc lui, il va avoir des KPI et effectivement extrêmement intelligence. Et comme souvent, c'est le marketing qui pilote les enquêtes satisfaction et fidélité client, on va avoir les 150 pages, des analyses dans tous les sens. Et l'erreur que fait le marketing, c'est de vouloir envoyer ces 150 pages à tous ses publics et à tous ses collaborateurs. Donc pensez bien dès le début, des publics, des cibles, des métriques, et ça marchera mieux. Voilà. Bon, on est un petit peu mieux. Slide suivante. Alors, si on revient sur nos 3 KPI, le taux, le CES et le NPS, qui sont nos 3 grands outils dans notre petite boîte à outils. Le taux de satisfaction, c'est le plus simple. Le taux, c'est êtes-vous satisfait? Alors avec des échelles sémantiques ou mathématiques, en digital, on utilise de plus en plus du sémantique, des mots, tout à fait, plutôt pas, plus que du mathématique. Il n'y a pas de bonne échelle, hein. Chacune a ses avantages, ses inconvénients, mais de plus en plus on utilise du sémantique, c'est plus facile pour des clients à répondre, et puis c'est plus facile pour traiter au final. Le taux de satisfaction, c'est très simple, c'est la somme des positifs tout à fait et plutôt. Sauf que quand vous utilisez des taux, pour ceux qui font des enquêtes de satisfaction depuis un certain temps, vous arrivez à un constat, c'est que rien ne bouge dans le temps et il n'y a plus d'écart entre unités. Tout le monde est à 80% de satisfaction, tout va très bien, ça ne change pas, et vos équipes vous disent à quoi ça sert de faire des enquêtes quand tout va bien et que ça ne bouge jamais. Et ça, c'est effectivement la tyrannie des taux, il faut utiliser autre chose que les taux. L'intérêt, c'est de transformer les taux pour effectivement cacher cette vérité, 80, 85, 90%, peu importe le chiffre,
80% de satisfaction ne veut rien dire. Vous avez un 80 qui est construit avec 20% de très satisfait et 60%, ça vous donne 80. Vous avez un autre 80 d'une autre étude qui vous donne 60% de très et 20% de plutôt, ça vous donne toujours du 80. Vous vous rendez bien compte que la distribution des opinions et l'intensité de la satisfaction est radicalement différente. Votre taux, qui est une somme, ne vous montrera pas la différence. C'est ce qui fait le succès du NPS. Le NPS, c'est une soustraction, ce n'est pas une somme. Donc lui, il bouge, alors que le taux, il ne bougera jamais. Donc pour effectivement éviter ça, il faut utiliser un score. Là, vous avez un petit exemple. Vous avez 6 questions, 5 échelles de réponse sémantiques, et tout ça arrive avec des distributions d'opinions radicalement différentes. Tout ça arrive à nous dire c'est 80% de satisfait. Donc quand j'ai des études comme ça année après année, ou dans une même logique, je ne suis incapable de choisir quelle est ma priorité, tout est à 80. Donc pour choisir ça, il faut passer sur des systèmes de score avec des règles de pondération. Je ne vais pas rentrer dans le modèle des calculs des règles de pondération, il y en a plein qui existent. Là aussi, sur mon blog, j'ai mis quelques exemples. L'idée, c'est de trouver des choses qui vont créer de la variance, qui vont vraiment nous faire bouger la distribution des opinions entre les contents et les pas contents. Les règles logiques qu'on peut avoir ça, c'est un client satisfait le dit à 5, un insatisfait à 10. C'est faux, mais ce n'est pas grave, ça nous arrange, c'est très simple à comprendre et tout le monde le suit. Donc quand j'ai fait ça, je vous montre que les clients qui effectivement sont mécontents font plus de bruit que les contents, c'est vrai. Le chiffre est tout à fait imparfait, il y a plusieurs sources, mais au moins la vérité, c'est que quand ils sont mécontents, ça se sait et ils nous polluent notre image de marque. Il faut surpondérer les négatifs parce que vous en aurez très peu, 5, 3, 8, 10%, mais vous aurez très peu de clients mécontents. Si vous ne les boostez pas avec un coefficient un peu fort, ils vont disparaître et ils partiront dans les 20%. Donc l'intérêt, c'est vraiment de les booster et pour faire des bonus à l'excellence et créer de la variance. Et quand vous prenez un indicateur pondéré, votre taux de satisfaction que vous aviez tout à l'heure avec les 80% de satisfaction, quand vous pondérez avec une échelle, peu importe le score que vous avez pris, celui qui vous convient et qui vous fait plaisir, vous arrivez à avoir un vrai classement. J'ai un critère dans lequel j'ai un score de 86 qui me montre que ma distribution des opinions est très bonne. J'ai un critère dans lequel mon score est à 7 qui me montre que ma distribution des opinions est catastrophique. Et avec des scores, je sais suivre des résultats, ça bouge dans le temps, ça bouge entre unités. J'ai un peu de pédagogie à faire avec les équipes pour leur expliquer ce que c'est qu'un score et comment ça marche, mais ils comprennent très très rapidement. Et quand vous communiquez avec le taux, que le taux ne bouge jamais, et le score, et qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des différences de score, ils ont compris, vous les avez fait monter un petit peu en compétences. Et un des KPI, c'est de garder les 3 moins bons scores et de faire tout ce qu'il faut pour l'améliorer et pour travailler, faire des groupes de progrès et de travailler sur ces 3 scores. Garder les 3 taux, vous aurez du mal et ils vont être positifs, donc ils ne vont rien dire en interne, alors que votre score, il va effectivement bouger. Ensuite, le Customer Effort Score, vous le connaissez pour la plupart, question l'effort, quel niveau d'effort avez-vous déployé pour obtenir satisfaction? Donc ça a une dizaine d'années, et ça vient d'un principe qui n'était pas idiot, qui consiste à dire que les clients sont plus fidèles quand il n'y a eu aucun effort pour obtenir une réponse satisfaction, plus que quand il y a eu l'effet waouh et l'effet surprise, qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc ça marche bien dans les métiers de service, question sur 5, avec et puis une question ouverte qui permet surtout, et c'est l'intérêt de la question ouverte, surtout de savoir, quand c'était difficile, racontez-moi ce qui s'est passé et je vais m'améliorer en récupérant des verbatims et en sachant pourquoi ça s'améliore. Et dans certains métiers, alors c'est très vrai dans les métiers de service, mais dans certains métiers, même les centres d'appel, le CES est plus prédictif et plus fin que le FCR en termes d'action et en termes de résolution. Là aussi, donc dans votre équipe, un des KPI, c'est retenez la question et le critère sur lequel il faut faire le plus d'efforts, regardez les verbatims, ouvrez les chantiers et améliorez-vous en permanence. Le KPI du pire CES est quelque chose qu'il faut absolument suivre. Ensuite, le NPS. Alors le NPS, vous le connaissez tous, j'imagine, Net Promoter Score, la soustraction, question sur la recommandation, les moins de 6 contre les plus de 9. Donc ça, c'est une bonne métrique. Monsieur Reichel nous a écrit des livres géniaux là-dessus, dans son livre The Ultimate Question, sauf que ce n'est pas la question ultime et ce n'est surtout pas la question unique. Ne posez pas qu'une question dans vos études de NPS, c'est avec d'autres questions, et on voit effectivement, Carglass nous en a parlé, qu'il y avait pas mal d'autres questions et qu'on ne faisait pas une enquête avec une seule question, c'est frustrant, on n'en tire pas grand-chose, et surtout une question ouverte et avec du text mining derrière qui va pouvoir permettre de le traiter. Alors le NPS, je dois reconnaître que ça fait longtemps que je travaille dans ce métier, le NPS, au début, j'étais contre. Comme tous les gens d'études et de marketing, c'était trop simple, une soustraction, c'est idiot, ça vient des États-Unis. Et puis petit à petit, j'ai changé, j'ai compris que le NPS, ce n'est pas une métrique, c'est une dynamique. Passez 1% de votre temps
à réfléchir sur le chiffre et 99% de votre temps à savoir comment l'améliorer. Et ça va être là où vous allez tirer des enseignements du NPS. Et les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Le NPS va être un élément de leur dynamique interne de management. Et on l'a vu chez Carglass, ça marche aussi un petit peu comme ça. Donc dans la dynamique du NPS, première marche de la fusée, c'est de mettre en place des systèmes d'écoute, de feedback dans lequel il y a du NPS, une question ouverte, j'apprends, j'écoute et je fais remonter ça au réseau et aux locaux. Deuxième étage de la fusée, il y aura un traitement, des fiches alertes vont être envoyées aux opérationnels, c'est l'avantage du NPS, dès que des mécontents m'ont dit des choses désagréables, je peux les renvoyer au terrain pour qu'ils agissent, ils rappellent, ils s'excusent, ils réparent et ils font remonter. Et donc là, il y a déjà une relation entre le client mécontent et le terrain qui est très forte puisque la fiche alerte va permettre de réparer et les clients sont surpris plutôt agréablement quand le patron du magasin de la veille, chez Norauto ou chez Carglass, les rappelle en disant vous êtes passé hier, il y a eu un problème, excusez-moi, racontez-moi, et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise et je ne la referai plus. Donc c'est ce système-là. Troisième étage de la fusée, consolidation des problèmes et des solutions pour regarder dans toutes ces idées de NPS, de reproches, d'irritants des clients, qu'est-ce qui nous revient et comment c'est traité pour pouvoir effectivement mettre en place des groupes de progrès. Et dernier étage de la fusée, l'exploitation et le partage d'une culture, d'une dynamique succès et partage client, on l'a vu chez Carglass, qui le fait effectivement dans cette dynamique-là, pour véritablement apprendre ensemble, à s'améliorer ensemble, partager ensemble. Et si vous faites cette dynamique, alors ce que les Américains nous ont inventé comme un programme close the loop, beaucoup connaissent, j'imagine, le terme, c'est des systèmes, effectivement, des boucles de progrès avec du close the loop local. J'essaie en local de réparer toutes mes petites bêtises et puis après je le partage. Ou de temps en temps des projets nationaux qui sont compliqués, sur lesquels on doit faire remonter au siège. Et il y a effectivement des sujets intéressants. Il y a une très belle témoignage dans mon blog de Bristol Myers Squibb sur leur programme Close the Loop qui, dans un milieu médical qui n'est pas celui où on s'y attend, fait état effectivement d'une jolie chose. Ceux qui ont mis en place des programmes Close the Loop dans leur programme NPS voient des taux de rétention et de fidélité client s'améliorer très nettement, puisqu'en moyenne, c'était 11%. Alors, quelques KPI sur le NPS. Le premier, c'est le NPS lui-même, le suivre, et puis vérifier comment il bouge, mais pas être obsédé par la métrique. Ça ne vous servira à rien de savoir que vous avez un NPS de 30 qui est passé à 35, ou de 25 à moins 22. Deuxième chose, c'est de le segmenter, d'arriver à regarder dans ce NPS comment, et les gens du marketing peuvent le segmenter en type de clients, de produits, toutes les clés de segmentation que vous avez dans votre étude. Troisième chose, visez l'ajout, l'enrichissement de votre base client par des réponses des clients NPS. Alors, soit nominatives quand on a levé l'anonymat des réponses clients, et si on pose des bonnes questions et qu'on tourne ça de manière positive, on arrive à avoir jusqu'à 80% d'acceptation de levée des anonymats, quand on sait bien leur dire à quoi ça va servir et bien positiver leurs choses. Donc, ça permet d'enrichir des bases, et pour les 20% qui veulent anonyme, on enrichit la base de manière plus anonyme, elle va effectivement participer à d'autres indicateurs, même si elle n'est pas reliée directement au client. Et l'intérêt d'avoir du NPS qui rentre dans des bases CRM, c'est que le système devient plus intelligent pour faire du data mining, pour même marquer des clients comme promoteurs, détracteurs, et de savoir que je ne parle pas à un promoteur, à un détracteur, de la même façon, quand il m'appelle, je le reconnais en fonction de ce qu'il m'a dit à son dernière enquête. Deuxième KPI, suivez le pourcentage de détracteurs. Pour faire bouger le NPS, il va falloir réduire les moins de 6 et en particulier les plus de 0. Et autre idée, pondérez-le avec du chiffre d'affaires. Allez regarder le pourcentage de détracteurs, il n'est normalement pas très élevé, mais si c'est 7, 8, 10%, quel chiffre d'affaires ça représente, notre détracteur? Et si vous vous rendez compte que c'est plus que leur pourcentage mauvaise nouvelle, si c'est moins que leur pourcentage bonne nouvelle, c'est les petits clients qui ne sont pas contents, c'est moins grave, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt les plus gros. Et là, votre management va entendre des choses qu'il n'entend pas tant qu'on ne lui parle pas d'euros ou de dollars. Troisième chose, l'objectif des détracteurs, c'est un des KPI, c'est nous voulons le réduire de 50%. Donc ça, c'est un target, alors, vous pouvez mettre à moins 20, à moins 30 selon le chiffre que vous voulez et selon votre ambition, mais faites en sorte de vous donner, et en écoutant, en regardant pourquoi, comment, ce qui se passe, leur parcours, leur historique, leurs reproches, vous arriverez à vous donner une dynamique qui est « je veux réduire de 50%». Et en réduisant de 50% les détracteurs, le NPS va bouger, puisqu'effectivement, il ne va plus y avoir de négatif. Autre chose, avec les projets Close the Loop, vous ouvrez des projets, des boucles de progrès. Donc, un des KPI, c'est de suivre le nombre de projets que vous avez ouverts et lancés et ensuite de suivre leur état d'avancement. Et dernière chose, c'est les nombres de projets clos. Et là, on l'a vu un peu chez nos amis de Carglass. Faites de la com, positivez, célébrez, motivez,
faites la fête, partagez tout ça, récompensez, motivez les meilleurs et servez-vous-en comme un élément de dynamique et de communication interne. Le mur des As, c'est une très bonne idée. La récompense, c'est des best practices et des échanges. Et effectivement, et que ça rentre dans le plan de carrière éventuellement ou d'évaluation des collaborateurs quand ils ont vraiment participé à tout ça. Donc voilà, alors, je vous renvoie sur le blog pour certains éléments que j'ai fixés rapidement. Pour ceux qui ont... voilà. Sinon, il y a le livre qui est un extrait du blog qui est paru aux éditions Duno l'an dernier et qui est un best-of des meilleurs billets du blog. Et pour ceux que ça intéresse, avant de vous saluer et de vous dire merci, je propose un petit groupe KPI autour de l'AFC pour réfléchir ensemble sur les indicateurs qui existent, quels sont les vôtres, quels sont ceux qui sont B2B, B2C, et quels sont en particulier ceux qui sont vraiment orientés satisfaction, fidélité. Pas uniquement ceux qui sont sur l'acquisition de clientèle, mais ceux qui sont orientés satisfaction et fidélité. Ceux que ça intéresse, il y a mon mail où vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, et on échangera et on fera effectivement des choses ensemble pour faire avancer un peu notre métier. Je reviens. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que j'ai tenu mon timing. Parfait.